ne peut pas rester le même. Je n'ai pas dit on ne peut pas rester jeune, mais on ne peut jamais rester le même. Ce qui oblige dans la prise en charge, dans notre vision de la vie, dans notre vision des choses, dans la prise en charge pour un médecin, de s'acharner à construire, quelle que soit la situation, un projet. Un projet, c'est un devenir, c'est quelque chose qui va changer et on ne peut pas ne pas changer. Donc l'avenir est toujours possible. Ça s'oppose un petit peu à la tendance assez naturelle de tout le monde par rapport à une personne âgée fragile qui est le maternage, où effectivement on va essayer de figer les choses comme elles sont, de surtout ne rien changer, de rien bouger, de ne pas prendre de risques pour espérer à tout prix que tout reste en état, que rien ne change. Alors en fait c'est impossible, c'est-à-dire que même si rien ne change, tout change quand même. Et par exemple si on empêche une personne de marcher parce qu'on a peur qu'elle chute, en fait on va aggraver sa situation en la faisant chuter davantage et elle va changer malgré tout dans le mauvais sens. Donc quoi qu'on fasse, il y a un changement va se mettre en œuvre, c'est la définition même du vieillir. Donc la question qui se pose par rapport à nous et par rapport à ça, c'est comment vais-je changer, comment je vais accepter ce changement. Là aussi, ça dépend du matériel psychologique qui est le nôtre, de l'inscription sociale dans laquelle on est, de l'histoire dans laquelle on se trouve. Tout ça, c'est une construction. Comment je vais m'inscrire dans ce changement et comment je vais pouvoir avoir cette vision d'avenir. Donc effectivement, avoir une vision d'avenir avec quelqu'un de 90 ans, quand vous en avez 30, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais à 90 ans, on peut vivre jusqu'à 95 ans, c'est pas extraordinaire, c'est des choses qui arrivent. On peut même quelquefois vivre jusqu'à 100 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centenaires en France. Qu'est-ce qu'on fait de ces 10 ans-là ? 90 ans, 100 ans, c'est 10 ans. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je vais construire ? Qu'est-ce que j'attends pour chacune de ces années qui peuvent durer 10 ans ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est un travail, quand on est auprès des personnes âgées, de toujours essayer de se projeter dans cet avenir-là. Et quelquefois, cet avenir peut se limiter à la nuit à passer, mais c'est quelque chose qui se construit aussi. Il y aura un lendemain, et demain on verra, et il y aura une journée derrière. Le changement, quelque chose de capital. L'accumulation, là aussi c'est quelque chose de classique, on peut regarder ça dans les cellules, dans la maladie d'Alzheimer il y a des accumulations dans la cellule, on accumule aussi des rayons solaires qui vont abîmer notre peau, on accumule des souvenirs, on accumule des deuils, on accumule du savoir, donc ça c'est une construction qui fait qu'on est tous, chacun construit par strates, par souvenirs, par accumulation de choses tristes ou positives. Alors très concrètement, ça peut aussi s'interroger sur le pourquoi les personnes qui arrivent dans une structure publique, personnes âgées, arrivent avec une seule chemise et quasiment rien avec eux. Qu'ont-elles fait de leur vie? Que s'est-il passé? Où sont leurs affaires? Quels sont leurs souvenirs? C'est toujours assez saisissant de voir quelqu'un arriver en maison de retraite vêtu de sa simple chemise de nuit et rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça peut s'interroger de cette façon-là, ça peut s'interroger de façon beaucoup plus médicale, bien évidemment. Moi j'aime bien l'idée de l'archéologie, parce que c'est vrai qu'en tant que gériatre, on nous pose souvent la question, mais faire de la gériatrie, c'est quand même terrible. Comment vous faites pour supporter ça? Est-ce que c'est possible? C'est quelque chose d'épouvantable, c'est atroce. Alors, c'est vrai que quand on nous appelle, on arrive dans un champ de ruines. C'est-à-dire qu'on nous appelle en dernier recours quand on ne sait plus quoi faire, que la personne est dépendante à l'extrême, que les pathologies sont tellement intriquées que plus personne ne sait par quel bout les prendre. Et donc, voilà, on arrive, c'est un champ de ruines. Et l'intérêt pour le gériatre, c'est de travailler comme un archéologue, c'est-à-dire de faire un peu, mettre de côté un petit peu les truelles, les bulldozers, voilà, on est un peu ceux qui vont ralentir les choses, on va empêcher de construire le parking, on va empêcher de déblayer tout de suite, on va prendre son temps, on va prendre son petit pinceau, on va balayer un petit peu à droite à gauche, on va prendre le bon outil, prendre le temps pour essayer de découvrir ce qui va fonctionner encore, ce qui va pouvoir être mis en valeur, ce qui va pouvoir faire sens pour la personne, ce qui va pouvoir nous permettre de la faire progresser, changer et continuer son vieillissement. Donc c'est un travail d'acharnement d'une certaine façon, prudent, voilà, archéologique, au sens noble du terme, de la prudence, de la ténacité et du temps disponible pour faire bien les choses. C'est la vision que j'ai de mon métier, je pense que c'est pour ça que je l'aime. Enfin, tout ça, ça entraîne quelque chose d'important, c'est la différenciation. Effectivement, plus on est avancé en âge et plus on est différent des autres et différent les uns des autres, ce qui est une bonne chose. Notre individualité se construit sur nos changements, nos accumulations, et on devient un être complexe, plus complexe qu'un autre, et donc plus difficile éventuellement à soigner, en tout cas qui échappe à la norme commune, ce qui rend les choses quelquefois compliquées, puisqu'effectivement on ne peut pas se référer à des normes absolues.
pour soigner les personnes. Bon, l'exemple le plus classique, c'est l'insuffisance rénale. Vous savez que c'est une tarte à la crème aujourd'hui. Toutes les personnes âgées ont une insuffisance rénale qui avance. Donc on a un ABAC, une formule qui nous donne, soi-disant, la donnée de la clairance rénale. Sauf que plus on est vieux, plus cette donnée et cette formule qui convient aux normes standards est dispersée et n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'au moment où on en aurait besoin, finalement, la valeur se disperse et devient de plus en plus aléatoire et difficile à interpréter. Donc c'est vrai pour l'insuffisance rénale, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Donc il faut beaucoup de prudence et de doigté pour manipuler les données standards sur lesquelles on travaille et sur lesquelles la médecine aujourd'hui travaille beaucoup par les référentiels, par la normalisation du soin, ce qui est un petit peu contraire à la complexification des personnes à soigner aujourd'hui. On a d'une part la complexification des personnes qui deviennent de plus en plus fragiles et polypathologiques, et en même temps de plus en plus une référence aux normes qui peut générer des difficultés. Dépendance, je ne sais pas si je suis dans les temps, dépendance des personnes âgées, donc des interdépendances nécessaires à la santé. Là aussi, c'est une tarte à la crème de dire la personne âgée dépendante. Donc si je peux, à la limite, si vous avez une chose à retenir de ce que je vais vous dire ce soir, c'est d'oublier cette espèce de formule magique, dépendance des personnes âgées, comme si c'était la dépendance était propre aux personnes âgées, et comme si c'était forcément attaché, que toutes les personnes âgées étaient nécessairement dépendantes. La dépendance, c'est quelque chose à la fois de beaucoup plus simple, de beaucoup plus concret et de beaucoup plus perceptible pour chacun d'entre nous. Donc, il suffit de partir de la définition de l'OMS, l'OMS qui définit une santé globale, médico-sociale, qui donc contient 3 champs possibles, la lésion, la fonction et la réalisation, qui inclut un médico-social intégré, qui va donc du problème de la lésion jusqu'à la réalisation concrète de la vie. Donc concrètement, pour être très simple, une lésion, c'est par exemple une fracture du poignet. Bon, pour ceux qui prennent des notes aujourd'hui, avoir une fracture du poignet, c'est la lésion. C'est quelque chose qui va entraîner une difficulté. Ça va entraîner un défaut de fonction, une difficulté pour écrire, voilà tout simplement la résultante. Et la réalisation, c'est ne pas pouvoir prendre des notes en cours ou quand on écoute une conférence. Les dépendances, c'est donc le besoin d'aide pour réaliser un acte concret. C'est tout simplement besoin de quoi ou de qui pour faire quoi. Donc la question de la dépendance, ce n'est pas la personne âgée dépendance. La vraie question de la dépendance, c'est de qui ou de quoi telle personne a-t-elle besoin pour faire quoi. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour écrire à ma place. J'ai besoin d'un ordinateur parce que mon poignet est cassé. J'ai besoin éventuellement, parce que je suis hémiplégique, que quelqu'un pousse un fauteuil. J'ai besoin d'un fauteuil roulant à double main courante pour me déplacer. Donc c'est quelque chose de très concret, de très qui n'a rien de générique. Les dépendances sont multiples, on est tous dépendants les uns des autres et la bonne santé de chacun d'entre nous dépend des interdépendances dans lesquelles on est, dans laquelle on vit. Donc aujourd'hui on est en conférence, on a besoin de lumière, on a besoin que l'ordinateur fonctionne, on a besoin que le micro fonctionne également pour que la chose se passe à peu près normalement, de façon correcte. Donc la bonne santé ce soir pour chacun, c'est que tout le monde puisse m'entendre et que l'image fonctionne. On est donc dans un réseau d'interdépendance qui nous permet de vivre normalement. La dépendance des personnes âgées, c'est ça aussi. C'est aussi la nécessité de pouvoir vivre normalement dans un réseau d'interdépendance qui est accepté par tous, par la personne elle-même, ce qui n'est pas toujours facile, mais également par ceux qui donnent les aides nécessaires, c'est-à-dire l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de la société, comme elle le fait pour des personnes plus jeunes. Il y a des piscines municipales pour que les enfants puissent apprendre à nager. Jamais personne n'a pensé à faire payer le reste à charge pour l'investissement de la piscine aux enfants. Donc il y a une collectivité qui prend en charge les dépendances. Après, il y a des choix collectifs qui sont faits. Mais la dépendance des personnes âgées, ce n'est pas un fatalisme en soi. On n'est pas dépendant parce qu'on est vieux. On est dépendant parce qu'on a besoin d'aide, ce qui est légitime. Et on a besoin d'aide pour certaines choses. Et on a besoin d'aide de choses précises pour faire certaines choses. Donc l'analyse se fait de cette façon-là. Ce qui distingue aussi la dépendance de l'autonomie qui est un autre sujet, et là aussi l'OMS dit bien que
La santé, c'est la possibilité pour chacune des personnes de faire des choix, de choisir sa vie. Donc on peut être dépendant et autonome. Par exemple, je suis dépendant de mon fauteuil roulant pour me déplacer. Néanmoins, je peux me déplacer dans une ville adaptée au déplacement des fauteuils roulants. Je suis dépendant de quelqu'un pour pousser mon fauteuil roulant. Malgré tout, j'ai envie de choisir si je vais à droite, au cinéma ou dans quel restaurant je vais. L'autonomie est quelque chose de différent. Donc, ce qui marque l'autonomie, la capacité d'autonomie de la personne, c'est pas est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas, ou est-ce qu'elle est dépendante ou est-ce qu'elle n'est pas dépendante, c'est est-ce qu'elle est encore une personne interlocutrice, est-ce que c'est avec elle que je négocie ce que je vais faire avec elle. Quand je suis l'aidant par exemple, ou quand je suis un enfant, ou quand je suis un interlocuteur quel qu'elle soit, est-ce que la personne à laquelle je m'adresse est un interlocuteur que je respecte et que je respecte forcément puisque je dois négocier avec elle ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Ça, c'est l'autonomie. Donc avec qui faut-il négocier? C'est l'objectif ultime des soins de l'OMS, qui est un soin qui est l'objectif de la santé. En conclusion, donc, vieillir, enfin le souhait de chacun, je pense que c'est vivre longtemps en bonne santé, je pense que personne ne me contredira. Un projet individuel, vivre mieux tous ensemble, c'est un projet collectif, je pense que ça concerne effectivement tout le monde. Et la santé, qui contient tout ce que j'ai essayé de dire, un projet politique qui reste toujours à définir et à réinventer en fonction évidemment de l'évolution. Je vous remercie. Donc on va, en deuxième partie, on va vous présenter une autre vision du vieillissement, qui est notre représentation du vieillissement dans la société plutôt océanienne, mélanésienne et polynésienne. Donc, tout d'abord, on souhaitait nous présenter. Donc, effectivement, moi, je suis le docteur Albert Dunet. Je suis métisse Lifou. Et ça nous semblait important de parler du vieillissement dans notre société mélanésienne. Et pour planter un peu le décor, il n'y a pas d'écrit par rapport à cette représentation. Et donc il a fallu qu'on fasse des entretiens. Et cette présentation-là qu'on vous présente, c'est vraiment une ébauche d'une réflexion personnelle que l'on a eue. Et donc on voudrait remercier nos familles. Nos familles respectives, bien sûr, et docteur Papilio Jean-Marie qui, de par sa pratique, m'a beaucoup orientée. Tu t'es pas présentée non plus. D'accord, excusez-moi. Moi, je suis Tatiana Fao, donc psychologue spécialisée dans le vieillissement. D'origine wallisienne. Et d'origine wallisienne. Donc voilà. Et donc il y a le docteur Papilio. Moi, du côté mélanésien, je me suis appuyée sur les réflexions du docteur Jacques Lallier, qui est aussi de l'IFOU, de Marc Ouetté, qui est sage-femme originaire d'UVA, du sociologue John Passa et de monsieur Billy Wapucho, que nous avons pu rencontrer ensemble toutes les deux. Alors, le diaporama, c'est en deux phases. C'est tout d'abord le vieillissement, enfin la place du vieux en bonne santé et la place du vieux à partir du moment où il devient malade. Donc vraiment dans les deux sociétés. On a fait un peu le PowerPoint en commun. Pour éviter aussi un peu les redites, parce que à travers les témoignages qu'on a recueillis, on a trouvé quand même beaucoup de ressemblances en ce qui concerne la culture mélanésienne et wallisienne. Et donc on voulait éviter les redites. Donc c'est pour ça qu'il y a un diapo en commun. Alors, dans la société océanienne, il n'y a pas de critères de vieillissement à proprement dit, comme disait Olivier Carissimo par rapport à l'âge gériatrique. Chez nous, il n'y a pas vraiment de critères d'âge, c'est conditionné plutôt par le mariage. À partir du moment où on est marié et qu'on est rentré dans l'âge des Dokamo, où effectivement, enfin pour les gens de l'IFOU, on est en âge de prendre des décisions, de réfléchir, d'organiser et de planifier, on rentre après dans l'âge des Hwach, où c'est là où on va pouvoir être sage.
Donc, dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a deux types de vieux. Il y a les vieux qui sont vieux en âge, mais il y a aussi les vieux qui sont plutôt dans le statut coutumier, où effectivement, par exemple, les derniers frères, lorsqu'il va y avoir une décision à prendre au sein de la famille, les derniers frères d'une fratrie, c'est eux qui vont décider. Et c'est eux qui vont choisir plutôt que le vieux. Donc il y en a dans l'assistance, vous pouvez me contredire hein, si on est là pour en débattre. Alors les vieux dans la société kanak sont respectés, mais aussi dans la société wallisienne honorés. Ils sont aussi beaucoup visités à travers la famille. On va toujours rendre visite à nos vieux parce qu'ils ont une grande expérience de leur vie. Comme disait Olivier, ils ont une accumulation. C'est eux qui nous transmettent aussi nos savoirs. Ils transmettent aussi, ils nous disent un petit peu quels sont nos liens du sang avec telle ou telle famille, quels sont les terrains coutumiers. C'est eux qui disent aussi quels sont nos rôles coutumiers et nos devoirs, ce que l'on doit faire, quelle est notre place au sein de la tribu et au sein du clan. Et c'est eux qui sont un peu les garants et la pérennité des valeurs traditionnelles. Donc en ce qui concerne l'approche psychologique du vieillissement, de manière générale, nous avons deux façons de concevoir le vieillissement. Il peut être considéré comme une période de déclin d'énergie, avec une perte des capacités, qu'elles soient affectives, cognitives ou psychologiques. Donc, elle peut également être considérée comme un moment d'apprentissage riche en expérience. C'est-à-dire que la personne âgée, de par le vieillissement, elle peut posséder finalement la distance nécessaire pour analyser les événements, envisage l'avenir avec calme et sérénité. Donc sur ce point-là, la vieillesse peut être synonyme de respect et de sagesse. Donc sur un plan plus clinique, la personne âgée doit réaliser une multitude de deuils qui vont mettre à l'épreuve ses capacités d'adaptation. Et ces deuils s'articulent autour de pertes diverses. Ça commence par exemple par la perte de certains rôles au sein de la cellule familiale, également la perte du rôle professionnel en effet de la retraite, qu'elle soit vécue comme un moment de repos, de liberté ou subitement imposée, cela signifie quelque chose. C'est la perte du rôle de travailleur, c'est-à-dire qui situait finalement la personne dans la société. Donc, du fait de la retraite, eh bien, la personne quitte la vie active, ce qui peut aussi engendrer un sentiment de perte d'utilité vis-à-vis des autres. Nous retrouvons également la diminution des revenus financiers du fait de la retraite, où il peut y avoir un bouleversement sur le mode de vie auquel ils étaient auparavant habitués. De plus, il y a également le vieillissement, c'est aussi une épreuve du corps, c'est-à-dire qu'il y a une altération d'une part de leur autonomie. Donc de ce fait, l'atteinte narcissique que représente le vieillissement peut engendrer aussi le deuil d'une certaine image de soi. Alors, chez nous, la société telle qu'elle est définie, c'est une société de liens avant tout, un lien social qui est très fort. On est plutôt dans une société de groupe basée sur l'échange par rapport à la société plutôt occidentale qui est individualiste. Il y a une certaine hiérarchie qui est respectée pour maintenir cette cohésion sociale au sein du district ou de l'ère coutumière. Donc c'est vrai que, notamment sur l'IFU, on vous le montrera après, il y a une organisation avec 3 grandes chefferies et une organisation clanique et coutumière qui est plutôt transmise de père en fils, alors que chez les Wallisiens, c'est une organisation centrée autour d'un roi, qui est plutôt démocratique, on va dire. Cela en vient aussi après à dire que, effectivement, notamment chez les Mélanésiens, on est dans une société plutôt de devoirs, puisqu'on a avant tout des devoirs coutumiers à remplir avant d'avoir des droits, alors que dans la société occidentale, donc là après on pourra en débattre, c'est plutôt une société de droit où justement on va avoir droit à certaines aides sociales, alors que chez les Mélanésiens il faut d'abord faire le
travail coutumier, et après, on pourra récolter ce que l'on a semé. Je vais prendre un exemple, justement ce que disait Olivier, quand il y a un Mélanésien qui arrive en maison de retraite avec une seule chemise de nuit, eh bien, on peut se poser la question de savoir, a-t-il rempli son devoir coutumier, qu'a-t-il fait, est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions qui ne sont pas dites, c'est tous ces propos qui ne sont pas énoncés qu'il va falloir effectivement, comme l'archéologue, rechercher, mais rechercher à travers des non-dits, parce que les gens ne vont pas forcément dire qu'il n'a pas fait son travail. Voilà. Ou par exemple, moi j'ai le cas d'un patient qui il se retrouve isolé. On ne s'occupe pas de lui parce qu'il ne s'est pas marié, donc on revient par rapport à la notion du mariage. Il a vécu avec une femme mais qui était déjà mariée, et il n'a jamais rempli ses obligations coutumières pour les mariages, etc. Il s'est plutôt occupé de sa femme. Donc voilà, après comme il n'avait pas d'enfant, il n'y a pas la cohésion du groupe pour que les neveux et nièces s'en occupent. Alors, dans la société océanienne, les liens du sang sont très forts et les liens de famille d'autant plus, alors que chez les Occidentaux, on va plutôt privilégier l'individualiste, les amis, alors que chez nous, la famille